Geneviève Ferron, tu es directrice du développement durable de Veolia Environnement, par ailleurs membre du conseil de surveillance de la Fondation pour l'innovation politique. Je ne cite que 2 de tes titres. Et lorsque je t'ai parlé du titre de la deuxième table ronde, l'entreprise une personne morale, tu as sursauté, réagi contre. Est-ce que tu peux nous expliquer ou prendre ce point de départ pour apporter ton témoignage ? Oui, alors je vais effectivement, j'ai sursauté. Je vais prendre ce point de départ pour essayer d'étayer, enfin en tout cas d'expliquer Est-ce que l'entreprise peut jouer, est un acteur moral dans le jeu économique ? Est-ce que l'on parle d'entreprise morale ou éthique ? Le sujet est intéressant à poser. Et bien entendu, quand on parle de l'entreprise personne morale, se pose la question du sens, des valeurs qu'on partage, de la communauté d'intérêts, et là je ne parle pas en valeurs sonnantes et trébuchantes, que l'on partage. Et moi, je m'étais posé cette question, donc si je peux juste me permettre de parler d'une vie antérieure qui, en fait, fait écho à ce dont on débat ce soir, et je parle en plus sous le regard bienveillant de sœur Barrault, qui a connu cet épisode. Moi, j'ai créé en 97 une agence de notation sociale environnementale qui s'appelait ARES, et qui avait pour, j'allais dire, vocation, parce que c'était vraiment un apostolat à l'époque, hein, on peut le dire, c'était de noter les entreprises sur des critères sociaux, environnementaux et de gouvernance, parce que il y avait en toile de fond cette idée finalement que l'entreprise, justement, acteur de la cité, on va revenir à la morale, hein, justement, acteur de la cité, acteur engagé, ne peut pas être uniquement évalué sur l'angle strictement financier et de court terme, et que même sans rentrer dans des considérations morales, une entreprise produit des biens et des services au profit ou au bénéfice ou pour une communauté d'hommes et de femmes, et n'est pas en apesanteur, et donc le fait dans un territoire. Donc à partir de là, il me semblait intéressant d'apporter des éléments d'information à des investisseurs pour les renseigner sur ce que faisait cette entreprise, sur le plan donc de la gestion des ressources humaines, de respect de la réglementation environnementale ou des règles de gouvernance, etc., etc. Mais ce qui était très intéressant dans ce questionnement que j'ai eu avant de créer ARES, c'était que moi, mon point de départ, il était les États-Unis. C'est-à-dire que j'ai eu cette idée de créer cette agence de notation en travaillant aux États-Unis et en observant aux États-Unis le développement de deux branches, j'allais dire, de l'investissement responsable. Il y avait une branche qui était les fonds éthiques, et ça, j'y reviendrai, c'était passionnant. Et il y avait une branche qui était vraiment plus socialement responsable, au sens, dans une lecture de risque. Et cette branche-là, elle m'a beaucoup intéressée parce qu'elle était fort portée par les fonds de pension, par certains fonds de pension. Et c'était notamment des fonds de pension publics. Donc, je ne veux pas rentrer dans les différences. Mais les fonds de pension publics, ils ont donc à prestations définies. Et ils ont ceci d'intéressant, c'est qu'ils sont garants de l'intérêt général sur le long terme. À leur conseil d'administration siègent des personnes de toutes les origines, sont porteurs de différents intérêts. Et bien sûr, ils ont, pour impérieuse nécessité, et c'est leur responsabilité fiduciaire de verser une retraite aux membres de ce fonds de pension. Donc, ils ne peuvent pas s'amuser à faire n'importe quoi dans les investissements. Mais ils sont aussi garants, si je puis dire, ils sont aussi garants d'une forme d'intérêt général et collectif et de ne pas mettre justement de l'argent dans des entreprises qui se conduiraient n'importe comment et qui, au fil de l'eau, dont les performances se dégraderaient. Mais ce qui était intéressant à observer, c'est que ce n'était pas l'intérêt qui était porté aux entreprises, elle se faisait sur un filtre qui était assez lâche, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un questionnaire très précis, on ne pouvait pas évaluer une performance financière comme on évalue une performance sur la gestion des ressources humaines ou sur la gestion de l'environnement, etc. Donc c'était plutôt un rapport de force qui s'engageait, ça c'était intéressant, un rapport de force qui s'engageait entre l'actionnaire fonds de pension, lui-même, donc des récipiendaires des voix, hein, des membres de ce fonds de pension, et l'entreprise. Et ça se faisait au moment de l'Assemblée générale ou au moment du dépôt de résolution en Assemblée générale. Et c'est là que j'ai vu des proxy votes, ce qu'on appelle dans les résolutions, les proxies, où clairement, il y avait des dépôts de résolutions qui avaient un sens qu'on pourrait qualifier de posture morale.
C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites sur les sujets de diversité? Comment est-ce que vous traitez les enfants dans les entreprises qui sont vos fournisseurs? Comment vous rendez des comptes sur une rémunération extravagante de certains membres de votre conseil d'administration ou de votre comité exécutif? Et donc là, on était clairement sorti de l'évaluation des performances sur des critères quantitatifs financiers. Et c'est ça qui m'a intéressée. Et dans ce cheminement, j'ai rencontré Sir Nicol Rey en France. Et Sir Nicol Rey en France, qui avait créé en quelque sorte le premier fonds socialement responsable, je crois qu'on peut le dire, et qui animait une association qui s'appelle toujours Éthique Investissement. Et quand je l'ai rencontré, je lui ai dit, voilà, je voudrais créer une agence de notation en France, mais je ne sais absolument pas quels vont être mes clients, ni s'il y a même un intérêt pour aller vers ce champ. Ce n'est pas pour moi éthique, ce n'est pas religieux. Je lui avais dit, il ne s'agit pas pour moi de poser au préalable des valeurs chrétiennes dans ce choix d'investir ou de ne pas investir dans une entreprise, mais c'est réellement pour moi dans une lecture de risque, mais qui s'accompagne vraiment dans une volonté d'aller vers, je vais presque dire, des démarches de mieux vivre ensemble. Et Sir Nicol Rey m'avait répondu quelque chose de formidable. Il m'avait dit, mais moi, ça me va très très bien si vous créez votre agence de notation, parce que on va se rejoindre. Ce qui nous intéresse, nous, dans notre association, c'est la dignité de l'homme au travail. Et je me souviens très bien, et vraiment comme c'était hier, de ces mots. Moi, ce que je veux, c'est qu'on me renseigne sur la dignité de l'homme au travail. Donc, alors, vous imaginez mon effroi, parce que la dignité de l'homme au travail, quand vous voulez analyser les 40 premières entreprises françaises où vous allongez la liste et les entreprises du SBF 120, dire comment ça s'attrape la dignité de l'homme au travail. Vraiment, comment ça s'attrape. Et pour autant, la demande était extrêmement claire. Et on est confronté finalement, quand on parle, et je terminerai par là, quand on dit d'entreprise morale, on se dit finalement, on sent bien qu'on doit aller vers un mieux vivre ensemble. On sent bien qu'il y a des valeurs de risque. Donc, je ne parle même pas de communauté, finance islamique, etc. On a des valeurs de risque. Parce que, mais ce n'est pas du bon sens. On ne peut pas arriver, par exemple, à un niveau de productivité tel que l'homme devienne une valeur superflue. On voit bien. Mais on est dans une accélération qui est telle que parfois, même ce bon sens ou cet aspect de long terme, on ne peut même pas se poser ces questions de façon sereine. Donc la grande difficulté quand on veut introduire ces dimensions et se poser la question, est-ce que cette entreprise, elle respecte la dignité de l'homme au travail? Est-ce que finalement, les employés, les collaborateurs qui se lèvent le matin, est-ce qu'ils partagent le même destin, au sens est-ce qu'ils partagent cette envie de donner du sens à leur action quotidienne? On n'a toujours pas trouvé le thermomètre et on n'a toujours pas trouvé le capteur. Et peut-être que c'est mieux ainsi, mais je dis simplement qu'on est toujours devant cette question de sens qui n'est pas résolue. Donc pour moi, l'entreprise, personne morale, non, mais les acteurs, ceux qui font la richesse de l'entreprise au sens large, ceux qui font la prospérité d'une entreprise ou la pérennité d'une entreprise au sens large, oui, s'ils partagent des valeurs, si celui qui les anime, donc le chef d'entreprise, et je suis tout à fait d'accord avec vous, si le chef d'entreprise incarne ces valeurs, s'il est capable de donner du sens, de donner de la vision, de l'ambition dans le bon sens du terme, et de penser réciprocité, parce que l'entreprise, c'est effectivement un contrat moral qui le lie au territoire et à ses collaborateurs. Je tire ma richesse de ce territoire, donc j'en redonne, je redistribue. Et c'est sur quelles règles, finalement, est-ce que je partage cette richesse? Là, on peut commencer à rentrer dans des théories, d'ailleurs, qui ont été parfaitement explicitées, comme la théorie des parties prenantes, contractuelles, non contractuelles. Voilà, donc là, on revient sur une forme de méthodologie. Mais sinon, sur la question de l'entreprise personne morale, je pense qu'on peut débattre encore très longtemps et on n'aura toujours pas la réponse. Merci.